Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le scrutin législatif anticipé au Sénégal. Les opérations de vote se sont déroulées ce dimanche avec quelques 7 millions d'électeurs qui ont été appelés aux urnes. En compétition, une quarantaine de partis et alliances politiques. La commission de la CEDEAO, elle, a déployé des observateurs dans les circonscriptions électorales du pays. Nous en parlerons dans un instant. Nous reviendrons ensuite au pays pour parler de l'aménagement et du bitumage de la route Pénésoulou-Alédio-Sémérin dans les communes de Bassila et de Waké. Au total, 52 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour ce projet dont les travaux démarrés depuis septembre dernier rassurent davantage la population. Dans cette édition, nous reviendrons nous ferons un retour sur la cérémonie de lancement officiel de ces travaux. Et puis la deuxième cohorte du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises est connue. Ils sont 16 promoteurs d'entreprises à recevoir leurs attestations de mise sur le marché. Bien sûr, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui vise à aider les entreprises à mieux écouler leurs produits sur le marché national et international. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 17 novembre 2024. Pour commencer, nous allons franchir les frontières du Bénin pour aller au Sénégal et parler du scrutin législatif anticipé. Les opérations de vote se sont déroulées ce dimanche avec quelques 7 millions d'électeurs en compétition, une quarantaine de forces politiques. La commission de la CEDEAO, elle, a déployé sur le terrain des observateurs et surtout dans les circonscriptions électorales du pays. Retour ici sur les images des premières heures du vote. C'est avec nos envoyés spéciaux à Dakar, Christian Dandéjan et Der Nkbevi. Pour ces législatives anticipées, ils sont plus de 7,3 millions d'électeurs convoqués dans les urnes pour départager les 41 listes de partis et coalitions de partis politiques en compétition. Dans ce centre de vote de Dakar, comme partout ailleurs sur le territoire, les opérations sont placées sous la surveillance des forces de sécurité. Je me presse de voter pour ne pas faire la queue qui va être longue et pénible pour moi. Donc je suis venu tôt à pied et je retourne à mes activités de retraité. Si on se déplace pour faire un devoir civique, c'est qu'on se sent bien et on joue le rôle de tout citoyen. Maintenant, la démocratie fera le reste. Contrôle d'identité, choix des bulletins. Dans l'urne, les électeurs doivent décider s'ils confient ou non la majorité des sièges du Parlement au nouveau régime de Dakar qui souhaite avoir les mains libres pour dérouler son programme de société. À l'ouverture des bureaux à 8 heures locales, les premiers votants ressortent satisfaits d'avoir accompli leur devoir. Je viens de voter et j'ai fait mon devoir civique. Je me sens très bien parce que tout est calme et ça s'est très bien passé. Mon souhait, c'est que le meilleur gagne. Le choix est déjà fait et j'attends les résultats ce soir en espérant que la balance penchera vers le choix que j'ai fait et pour que le Sénégal puisse continuer à travailler pour ses populations. Voilà. Ce scrutin aux enjeux élevés se tient 8 mois après la présidentielle qui a porté au pouvoir le duo Faye-Sonko. En septembre 2024, le président de la République avait dissous le Parlement issu des élections de 2022, ouvrant ainsi la voie à ces législatives anticipées. Déployés dans plusieurs départements du pays, les observateurs de la CEDEAO restent attentifs au déroulement du scrutin. Le chef de la mission apprécie les premières heures des opérations de vote. Nous sommes très impressionnés par la manière dont le vote se déroule présentement. Nous sommes allés dans quelques centres de vote et nous nous sommes rendus compte que les choses se déroulent quand même de façon très escomptée. Les gens sont très calmes. Nous sommes aussi bien impressionnés par la quiétude actuellement qui est en train de sévir dans le vote. Les queues sont en train de se faire de façon donc très adéquate. Les bureaux de vote se déroulent normalement. Nous nous rendons compte qu'il y a en moyenne quelque chose comme 500 et quelques votants pratiquement dans chaque bureau de vote. Donc les choses se passent exactement comme escompté. Peut-être que d'ici la fin de la journée, on aura peut-être la situation globale pour savoir exactement ce qui se passe. Les opérations de vote se déroulent dans 53 circonscriptions électorales correspondant aux 45 départements du Sénégal auxquels s'ajoutent 8 circonscriptions de la diaspora. Au quartier général de la CEDEAO à Dakar,
Une salle de situation est installée pour le suivi du scrutin. Les bureaux de vote ouverts à 8h ferment à 18h. Voilà des images que nous devons à nos collègues Christian Dandédian et Der Nkwevi qui sont nos yeux là-bas au Sénégal pour ce scrutin législatif. Retour au pays, direction le nord Bénin où les populations des communes de Bassila et de Waké peuvent désormais avoir le sourire. Le projet d'aménagement et de bitumage de la route Pénésoulou-Alédio-Séméré annoncé par le gouvernement est désormais une réalité. Au total, 52 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour les travaux démarrés bien sûr depuis septembre dernier. Des travaux lancés officiellement cette semaine par le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale Ablaye Biotchane. Et Teddy Goudalo et Moufid Sabouhan nous font ici le compte rendu de cette cérémonie. Autrefois source de plusieurs accidents de circulation suivis de pertes en vies humaines, la route Pénésoulou-Alédio-Séméré dans la Donga va bientôt changer de visage pour soulager les peines des populations. Avant, pour pratiquer la voie, c'est difficile. La voie n'est pas praticable. Il y a des trous partout. Les ponts aussi ne sont pas bien positionnés. Maintenant, on est fiers pour notre bitumage là. Merci beaucoup pour Talon. On est fiers de lui. Les travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Pénésoulou-Alédio-Séméré, 44 km, et la bretelle Alédio à Karadé, frontière Togo, 6 km, ont démarré depuis le 16 septembre dernier et vont durer 24 mois. Les réalisations comprennent notamment la construction de la chaussée, des ouvrages d'assainissement, les travaux de signalisation, les aménagements connexes et bien d'autres. En tant que première autorité de la commune de Bassila, nous mesurons toute la portée de cette réalisation pour la transformation structurelle de notre économie locale et pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. La cérémonie de ce jour, consacrant le lancement de la réalisation du bitumage de la route de la paix, reste pour nous un moment de délivrance. La population de Waké en général et de Séméré particulièrement saura s'en souvenir en temps opportun. Pour un coût global de près de 52 milliards de francs CFA, la réalisation de la route Pénésoulou-Alédio-Séméré et la bretelle Alédio à Karadé va conjuguer au passé les mauvais souvenirs longtemps gravés. Il a dit, je vais la faire. Si je ne la fais pas, alors c'est votre fils qui sera responsable. Si je la fais, il en sera responsable. Parce que là où on va trouver de l'argent, il sait. Je voudrais, au premier plan, féliciter le président Biotchane et dire merci au président Patrice Talon. Le développement, c'est l'affaire de tous. Ça n'a pas de couleur. J'étais là quand il est venu. Et il savait que ça va peut-être prendre du temps, mais qu'au dernier moment, ça va se faire. Je crois que c'est maintenant, plus que jamais, que c'est en train de se réaliser. Et je suis fier, en tant que fils de Séméré, du Bénin, de notre président. La route de la paix, c'est aussi le pont de Kara, où des dizaines d'individus habitant Séméré ou Alédio ont perdu la vie. À chaque saison de pluie, c'est avec anxiété que les populations se demandent comment ça va se terminer. Eh bien, à partir de maintenant, parce que le démarrage de la route facilite déjà un certain nombre de choses, à partir de maintenant, il n'y aura plus cette anxiété, il n'y aura plus de morts sur la route de la paix. QGMI, c'est l'entreprise en charge des travaux. Le groupement du Bureau d'études ingénieurs conseil est mandaté par le ministère en charge du cadre de vie à travers la CIRAT pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux. Voilà, des populations visiblement soulagées en attendant bien sûr
la réception de ces travaux. Nous allons descendre d'un cran au centre du pays, Corvey pour être plus précis, où un centre de secours des sapeurs-pompiers vient d'être installé. Objectif, rapprocher les interventions des soldats du feu des victimes. Et ce centre est le deuxième installé dans le département d'Uzo. Il a été inauguré cette semaine sous les yeux de nos collègues Imet Hélène Amosso et Georges Vaudenon, dont voici le compte rendu. Deuxième d'Uzo et 26e au plan national, le centre de secours des sapeurs-pompiers d'Agongli est désormais opérationnel. La mise en service et l'inauguration de la base a eu lieu en présence d'un parterre d'invités ainsi que des personnalités politico-administratives. Avec cette ouverture, une étape de plus vient d'être franchie vers l'objectif de rapprocher les secours des populations et donc réduire les délais d'intervention des sapeurs-pompiers. Parce que face aux urgences, chaque minute compte, le centre de secours de Corvey contribuera à augmenter notre efficacité et incarnera un peu plus notre engagement à garantir chaque jour de façon pragmatique la délivrance des secours prompts aux victimes de diverses situations et aux personnes en général en détresse. Il me plaît de saisir l'opportunité qui m'est donnée pour témoigner la gratitude des sapeurs-pompiers à la remarquable contribution de Monsieur le maire. Quel dommage matériel n'avons-nous pas subi du fait de cet éloignement de la base des sapeurs-pompiers situés à Boycon. Aujourd'hui, celui d'être comblé, cette injustice est réparée. Nous pouvons nous en réjouir et avoir le courage de dire que tous ces mots, tous ces souvenirs seront désormais conjugués au passé. Au-delà des communes de Corvey, Zanyanandou et Wenri, les interventions de ce centre vont aussi couvrir les localités de Zako, Tazogodome, ainsi que la commune de Ketou dans le plateau. Malgré l'insuffisance des moyens mis à la disposition des soldats du feu, affectés en ces lieux pour accomplir le spectre des missions qui leur sont dévolues, ces derniers sont appelés à ne pas tromper l'espérance des victimes. Les autorités, de même que les anciens hors rang qui observent et tiennent à l'héritage qu'ils ont laissé. Toutefois, ils peuvent compter sur l'accompagnement du maire de la ville ainsi que les autorités au plus haut niveau. Je prends l'engagement au nom du conseil communal de Corvey et donc au nom des populations bénéficiaires à travailler avec les agents affectés ici pour l'atteinte des objectifs fixés par l'État. Il n'y a jamais un sans deux. Ce centre est déjà un acquis. Le 2 que je voudrais demander, il s'agit de la création du commissariat d'arrondissement de Naougon pour renforcer le maillage sécuritaire sur notre territoire. Enfin, population de Corvey environ, chers parents, vous pouvez désormais vous réjouir de disposer 24 heures sur 24 heures des services de ce centre de secours, dont l'absence dans la région n'a que trop duré et toutes les dispositions seront prises pour qu'il y ait d'autres centres dans les mois à venir. Je vous invite donc à y faire recours constamment et utilement et voudrais vous exhorter, chères populations, à accompagner le personnel dans l'accomplissement de ces missions. Outre le 118 ou le 166, un autre numéro est disponible pour contacter et bénéficier des services de ce centre. Il s'agit du 47 91 91 91. Les populations, notamment celles de la région Agongli, sont appelées à le mémoriser. Bonne nouvelle donc. Au niveau de l'appareil d'État, le ministère de la Justice et de la Législation se renforce en ressources humaines. Un concours de recrutement de 146 fonctionnaires d'État s'est déroulé hier samedi sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel des épreuves a été effectué au CEG Bégamé à Cotonou par le ministre du Travail et de la Fonction publique et son collègue garde des Sceaux. Compte rendu, Hugues Vignigbe et Rachidi Soubero. 7h43. Arrivée de la ministre du Travail et de la Fonction publique dans l'enceinte du CEG Bégamé. 10 minutes plus tard, fait son entrée le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux. À 8h exactement, les épreuves sont lancées, suivant le protocole en la matière. Vous travaillez sereinement. On va vous dire bon courage. Au titre des candidatures à ce concours, nous avons enregistré au total 2725 candidats, dont 1035 femmes. Pourquoi le recrutement, vous le savez, c'est pour le renforcement des capacités du ministère de la Justice. Alors, nous sommes sur deux initiatives au ministère de la Justice. Non seulement le redimensionnement du personnel pour pouvoir couvrir la carte judiciaire et donc
pouvoir fournir du personnel dans tous les tribunaux qui sont organisés par la loi sur l'organisation judiciaire au Bénin. Et nous sommes sur une initiative de modernisation qui permet de prendre en compte des personnels d'un profil ou d'une technique particulière ou d'une compétence particulière pour pouvoir, notamment sur les aspects digitalisation et modernisation de la justice, avoir les profils et les compétences qu'il faut. Après le lancement officiel du concours, les ministres font le tour de quelques salles de composition pour s'assurer que le démarrage des épreuves est effectif. Les candidats au poste de greffier, d'analyste programmeur et d'élèves attachés des services judiciaires composent en culture générale, droit pénal et études de cas et droit administratif. Ce recrutement portera à 754 le nombre d'agents mis à la disposition du ministère de la Justice et de la législation par l'État depuis 2016. Et voilà sur tout un autre plan, la deuxième cohorte du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises est connue. Ils sont 16 promoteurs d'entreprises à recevoir leurs autorisations de mise sur le marché. Cette initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est appuyée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et l'Agence béninoise de sécurité alimentaire, des sécurité sanitaire des aliments objectifs. Aider les entreprises à mieux écouler leurs produits sur le marché national mais aussi et celui international. Voici les détails avec Ingrid Day et Rachid Soubero. C'est un grand soulagement pour ces promoteurs des produits agroalimentaires qui passent du secteur informel au formel. 16 au total, ils reçoivent leur autorisation de mise sur le marché pour avoir satisfait à toutes les exigences de conformité. Cet aboutissement est le fruit de la collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments. Nous vous promettons de toujours mettre en pratique les formations en implémentant la démarche qualité et les bonnes pratiques d'hygiène au sein de nos entreprises et de nous conformer aux exigences réglementaires fixées par le législateur en renforçant notre compétitivité par la qualité et la traçabilité de nos produits afin d'accroître notre accès au marché national, régional et pourquoi pas international. À travers cette remise d'autorisation de mise sur le marché, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, aux commandes de ce programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, célèbre le mérite des femmes et hommes promoteurs des produits agroalimentaires. Je voudrais donc féliciter les 16 promoteurs pour leur parcours, leur engagement dans la démarche qualité et les exhorter à maintenir ces exigences de conformité des produits. Vous devez travailler, vous devez continuer, vous devez aller très loin. On doit vous compter parmi les meilleurs. Notre pays ne peut pas se développer sans vous, sans les PME, sans les micro, petites et moyennes entreprises. Vous êtes le cœur du développement de la transformation structurelle de notre économie. Le gouvernement a souhaité mettre beaucoup de moyens avec l'aide des partenaires techniques afin que tous ceux qui ont des idées d'entrepreneuriat dans notre pays puissent le faire. L'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ne s'arrête pas à cette étape. Les 16 opérateurs économiques de cette deuxième cohorte du programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises vont bientôt intégrer les dispositifs mis en place par la CCIB pour permettre aux entreprises de mieux vendre leurs produits sur le marché national et international. Voilà, assistance à présent avec la nouvelle cimenterie du Bénin Nocibé qui sacrifie encore à la tradition de distribution de kits scolaires aux apprenants. Cette fois-ci, ce sont plus de 12 000 kits qui ont été offerts aux apprenants des communes d'Adjawere et de Poubé. Là, nous sommes dans le département du Plateau, un geste complété par la remise de 400 tables bancs au profit de 3 écoles primaires. On va faire le point avec Emma Houdon. Soulager les familles vulnérables et encourager la scolarisation des enfants. Tel est l'objectif visé par la nouvelle cimenterie du Bénin, Nocibé, en organisant la distribution de plus de 12 000 kits scolaires
au profit des apprenants des communes de Pobé et d'Adjaouéré. Cette initiative, qui est à sa 4e édition, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociétale de cette entreprise et se révèle être un véritable soutien à l'éducation béninoise. De 5000 enfants bénéficiaires de kits scolaires en 2021, nous sommes actuellement à plus de 12 000 enfants qui recevront leur fourniture et manuels scolaires, soit une augmentation de 7 000 enfants. Le nombre d'écoles est aussi passé de 28 à 35. En plus des fournitures scolaires complètes pour les bénéficiaires, des vêtements scolaires pour les enfants nouvellement inscrits à l'école, des blouses de travail pour le personnel enseignant, j'allais dire, le président directeur général de la nouvelle cimenterie du Bénin fait encore don de l'intégralité des frais de scolarité à tous les élèves des collèges de Massé, d'Abadago et d'Issaba. Depuis que la nouvelle cimenterie du Bénin a commencé par offrir les fournitures scolaires et prendre en charge les frais de scolarité, il est aisé de constater que le taux de scolarisation et de rétention des enfants à l'école s'est nettement amélioré. En plus de ces kits scolaires, la nouvelle cimenterie du Bénin a fait don d'un lot de 400 tables et bancs au profit de 3 écoles primaires. Des actions fortement saluées par les apprenants, les parents et les autorités politico-administratives. Vous venez ainsi de libérer toute une génération, parce qu'il y a des gens, à cause de ces moyens, pouvaient déjà abandonner l'école. Merci à vous pour ces actions salvatrices. Permettez-moi de rendre hommage à un homme exceptionnel. Il s'agit du président directeur général de la NOCIBE, M. Lafayette Layous, qui contribue à résoudre le problème de chômage des jeunes à travers des emplois décents, directs et indirects. À cela s'ajoutent les multiples actions sociales dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la sécurité. À travers ces dons de kits scolaires, de mobilier scolaire et la construction de nombreuses salles de classe, la nouvelle cimenterie du Bénin, NOCIBE, symbolise aux côtés du gouvernement son engagement en faveur de l'éducation et du développement des jeunes béninois. Et voilà, retour dans le monde judiciaire où des acteurs sont conviés à réfléchir sur la nouvelle politique gouvernementale en matière de lutte contre la criminalité économique et financière. C'est à la faveur d'un séminaire organisé vendredi dernier à la Cour d'appel de Cotonou. Voici le point de la cérémonie d'ouverture. L'approche fondée sur la confiscation des avoirs criminels, un outil d'efficacité de la lutte contre la criminalité économique et financière, c'est le thème au cœur de ce séminaire qui se tient dans cette salle de conférence de la Cour d'appel de Cotonou. Initiative de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Le présent atelier, de par les problématiques à développer, vise à planter le décor avec l'espoir que d'autres suivront pour aborder des thématiques spécifiques en fonction des besoins et de l'évolution, afin d'assurer la cohésion entre les différents maillons de la chaîne de lutte contre la criminalité économique et financière pour espérer un succès éclatant de la prochaine évaluation pays prévue dans quelques années. Ce séminaire va donc permettre aux acteurs de l'appareil judiciaire du Bénin de comprendre les enjeux de la lutte contre la criminalité économique et financière et mieux cerner les normes de dégel, de saisie, de confiscation et leur implication dans la lutte contre la criminalité économique et financière. Un rendez-vous d'échange d'expériences pour renforcer la synergie d'action entre les différentes parties prenantes. Ce faisant, notre pays s'inscrit dans la même logique que les organismes internationaux de lutte contre les activités criminelles, dont notamment le réseau inter-agences en matière de recouvrement des biens pour l'Afrique de l'Ouest, le groupe d'action financière GAFI
et le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, qui ne cessent d'actualiser leur politique criminelle afin de minimiser et de contenir les effets de la criminalité sur les économies nationales. La criminalité financière comprend entre autres le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale, le financement du terrorisme et autres activités illicites. Les participants sont appelés à tirer le meilleur profit de cette rencontre pour améliorer leurs pratiques dans leurs services respectifs. Voilà, d'un conclave à un autre, Cotonou abrite depuis ce week-end le Forum international des syndicats axé sur le thème représentativité syndicale en Afrique, état des lieux et perspectives. C'est un rendez-vous international initié conjointement par la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, qui réunit bien sûr des organisations syndicales de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine ainsi que leurs partenaires. L'objectif est de discuter des défis de représentativité au Bénin et en Afrique et proposer bien sûr des pistes de solutions pour faire face à ces défis. Et la rencontre de 2 jours se déroule à la Bourse du Travail à Cotonou. Reportage. Faire évoluer la notion de la représentativité en Afrique et dans le monde, c'est l'une des principales réflexions de ces assises internationales de 2 jours entre organisations syndicales de plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Bénin. Ce forum international qui s'articule autour du thème « Représentativité syndicale en Afrique, état des lieux et perspectives » est un cadre de réflexion pour ces différents acteurs sur la représentativité syndicale dans une perspective d'un meilleur encadrement au plan international et va permettre de collecter des outils pertinents de plaidoyer au plan national. Les défis auxquels les syndicats africains, francophones en particulier, doivent faire face appellent de notre part une restructuration profonde qui doit inclure également la question de la détermination de la représentativité syndicale. Si dans l'histoire, la représentativité syndicale a subi des fortunes diverses, les controverses auxquelles elle est sujette ces dernières années appellent une sérieuse réflexion. Les élections professionnelles constituent-elles, la meilleure option de détermination de la représentativité? Quels doivent être les privilèges attachés à la représentativité? Quel est le seuil raisonnable pour qualifier un syndicat de représentatif? Tant d'interrogations auxquelles ces différents experts vont tenter d'apporter des réponses au cours de leurs travaux. Et ils ont 48 heures pour faire le débat sur les différentes thématiques qui sont au cœur de ce présent forum et formuler des recommandations pour l'ensemble des acteurs du domaine du travail sur le continent. Je suis persuadé que vous aboutirez au bout de ces 2 jours d'échanges et des résultats constructifs en vue d'impulser une nouvelle dynamique à la pratique de la représentation syndicale au Bénin et en Afrique, avec pour atout des acteurs syndicaux avertis, mieux préparés à défendre les droits des travailleurs dans un contexte économique et social en mutation rapide. Le ministère du Travail et de la Fonction publique affiche sa disponibilité à réserver une attention particulière aux conclusions qui seront issues de ces assises initiées par la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB. Par ailleurs, les 3 organisations syndicales béninoises sont appuyées par plusieurs partenaires, notamment la Fondation Friedrich Ebert, l'Institut de formation syndicale internationale, IFSI, ainsi que la Fédération générale de travail de Belgique. Merci. Voilà, compte rendu signé Candide Mouento et Jocelyn Barrica. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la 2e conférence des préfets au titre de l'année 2024. Et c'est la ville d'Abomey qui accueille les autorités départementales des 12 régions du pays ainsi que d'autres cadres de l'administration concernés. Plusieurs sujets sont prévus pour meubler les assises dont le but est de mieux outiller les participants pour affronter les défis de développement. Les travaux
ont été lancés par le ministre de la Décentralisation et son collègue en charge de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Imet Hélène Amos et Georges Vaudenon étaient de la partie. Abomey, point de ralliement pour la deuxième conférence des préfets au titre de l'année 2024. Le rendez-vous permettra une fois de plus aux participants d'échanger sur les questions de gouvernance et de sécurité. Les communes béninoises en général et celles du département du Zou en particulier attendent beaucoup de cette conférence en termes de résolution et de décisions devant contribuer à lever les goulots d'étranglement en présence et impacter la gouvernance locale et le développement durable de notre territoire. En vous souhaitant une fois encore les bienvenus à Abomey, j'ose espérer que les activités prévues pour meubler cette conférence ainsi que les recommandations qui en seront issues permettront aux préfets de département de mieux assurer leur mission à la tête de nos départements. Comme à chaque rencontre, tous ont répondu présents à l'appel du ministre de la Décentralisation et de son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cadre de concertation ainsi que de réflexion stratégique pour apporter des éléments de réponse aux préoccupations majeures qui se posent sur les territoires. La réunion se tient cette fois dans un contexte marqué par la redéfinition de la carte géostratégique de la sous-région, ce qui n'est pas sans conséquence sur les faits de sécurité au plan interne. La présente conférence sera également une occasion particulière pour aborder certaines problématiques sécuritaires qui retiennent l'attention de mon département, notamment les opérations de sécurisation de fin d'année et de gestion des grands rassemblements, l'endoctrinement et le recrutement de la jeunesse par les groupes extrémistes, violents et terroristes, la contribution des autorités préfectorales à la lutte contre la cybercriminalité. Moment approprié pour les animateurs des administrations centrales et territoriales de débattre du fonctionnement des départements, mais aussi apprécier l'avancement du processus de la décentralisation et de déconcentration à l'aune des objectifs fixés dans les documents stratégiques et de planification nationale. Ces assises offrent également l'opportunité d'aborder bien d'autres thématiques importantes. Il s'agit, premièrement, de la modernisation de notre administration territoriale. Deuxièmement, de la coopération décentralisée et de l'intercommunalité. Troisièmement, de la dynamisation des cadres communaux du suivi des actions de développement. Quatrièmement, la promotion de l'économie locale. Cinquièmement, de la priorisation de la nutrition dans la planification locale. Et sixièmement, enfin, la sécurisation des personnes et des biens en cette veille de fin d'année. Pour les 48 heures de travaux, la question des nouvelles modalités d'organisation de la protection civile, puis le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière conférence sont inscrits au menu des débats. Voilà, avant de mettre un terme à cette session d'information du sport et les rideaux qui sont tombés sur la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin, du samedi 9 novembre au jeudi 14 novembre justement, eh bien, le stade omnisport de Djougou a vibré au rythme de ces Jeux universitaires au menu du football, du handball, du basketball, du volley et bien sûr de l'athlétisme. La cérémonie de clôture de cet événement a connu la présence d'un gratin de personnalités, dont des ministres et députés à l'Assemblée nationale. Précision, Abdou Sabi Drissou. Fin en apothéose des Jeux universitaires du Bénin. Au bout de 6 jours de compétition, l'équipe de football masculin de Esaïe Cotonou, qui a battu celle de la faculté des lettres, langue, arts et communication FLAC, a en plus des médailles remporté le trophée. Chez les dames par contre, la FLAC qui vient en tête après avoir supplanté l'INGEPS décroche ainsi médailles et trophées. À l'instar des footballeurs, ceux des autres disciplines sportives qui se sont distingués de par leur performance repartent aussi avec médailles et trophées. Le ministère des Sports, à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, a gagné le pari de l'organisation de la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin. Je suis fier de saluer l'esprit de compétition, de fraternité et de dépassement de soi qui ont animé ces 6 jours intenses à Djougou. Nos 669
athlètes venus des 9 départements de notre pays ont magnifiquement représenté l'excellence du sport universitaire béninois. À travers ces Jeux, vous avez incarné les valeurs de fair play et de respect, valeurs essentielles que notre gouvernement s'engage à promouvoir. Le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, pour qui le rendez-vous de Djougou a été un succès retentissant, décerne un satisfecit aux organisateurs. Les Jeux universitaires de cette année sont un succès. Un succès de participation, plus de 660 athlètes qui y ont participé. C'est près de 20% de plus que ceux qui ont participé l'année dernière. Donc d'année en année, cette manifestation qui est à sa 11e édition montre qu'elle est de plus en plus attractive. Et je veux féliciter au nom des organisateurs la mairie de Djougou et les populations de Djougou. Tout à l'heure, nous avons pu rencontrer le Naïmi de Djougou. C'est l'adjoint de notre imam. Et lui aussi est venu témoigner que Djougou, c'est une ville de sport. Et monsieur le ministre, je veux en leur nom vous remercier d'avoir demandé que cette manifestation se passe à Djougou cette année. En 2025, le Bénin participera, au dire du ministre des Sports, aux Jeux mondiaux universitaires en Allemagne. Une opportunité pour les talents les plus promoteurs de représenter valablement le Bénin sur la scène internationale. Voilà, belle réussite donc de ces Jeux. Et c'est l'essentiel à retenir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Le journal lui a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, se joint à toute l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Bonne fin de week-end à toutes et à tous et surtout, bonne soirée en compagnie de nos programmes.